Au sud-ouest de la Pologne, non loin de la frontière tchèque, s'étendent les monts des Géants, connus localement sous le nom de Góry Sowy, les montagnes des hiboux. C'est une région rude, aux forêts sombres, où la brume s'accroche aux cimes des pins et où les hivers s'éternisent. Pour les villageois de Walim, de Głuszyca ou d'Olszina, la vie a toujours été marquée par le rythme immuable des saisons et le travail de la terre. Mais à partir de 1943, quelque chose d'étrange troubla ce silence séculaire. Des colonnes de camions militaires allemands commencèrent à circuler de nuit sur les routes étroites de montagne. Ils transportèrent des poutres d'acier, du ciment, des câbles électriques et parfois des machines volumineuses dissimulées sous des bâches. Les habitants, obligés de détourner le regard sous peine de représailles, n'osaient poser de questions. Mais tous remarquèrent la même chose. À l'intérieur de ces véhicules, il y avait aussi des silhouettes faméliques, des prisonniers de guerre et des déportés arrachés au camp voisin. Rapidement, des explosions sourdes résonnèrent à travers les vallées. Le sol vibrait comme si la montagne elle-même respirait. Les bergers disaient que leurs troupeaux s'agitaient la nuit, effrayés par des grondements souterrains. Au petit matin, une poussière grise recouvrait parfois les sentiers, preuve que les Allemands creusaient sans relâche dans les entrailles de la roche. Le projet avait un nom, Ries, un mot allemand qui signifie « géant », un nom à la hauteur de l'ambition titanesque que le Troisième Reich nourrissait encore, malgré une guerre qui, peu à peu, tournait à son désavantage. L'Allemagne aux abois à l'été 1943, l'équilibre des forces avait basculé. Sur le front de l'Est, la défaite de Stalingrad avait marqué la fin de l'avancée allemande. À l'Ouest, les bombardements alliés s'intensifiaient, réduisant en cendres les villes du Reich. Pourtant, Hitler refusait d'admettre la possibilité de la défaite. Dans son esprit, une idée obsédante revenait sans cesse. Créer un refuge indestructible, une forteresse souterraine où lui et son état-major pourraient se replier pour diriger la guerre jusqu'à la victoire finale. C'est dans ce contexte qu'est né le projet Ries. Officiellement, il s'agissait de construire de nouveaux complexes industriels et militaires à l'abri des bombardements. Mais dès le début, l'ampleur des travaux dépassa tout ce qui avait été entrepris jusque-là. Le chantier des ombres et les travaux furent confiés à l'organisation Todt, responsable des grandes constructions du Reich, comme l'Atlantic Wall ou les autoroutes. Aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous dès maintenant et dites-nous dans les commentaires de quelle ville parlons-nous dans cette histoire. Mais cette fois, la tâche était différente. Il ne s'agissait pas d'ériger des bunkers ou des casernes, mais de sculpter une ville entière dans la pierre. Des milliers de prisonniers furent arrachés aux camps de Gross-Rosen et d'Auschwitz, puis envoyés dans les monts des hiboux. Ils travaillaient jour et nuit, sans pause, armés de pioches, de foreuses rudimentaires et d'explosifs. Les galeries devaient être larges, hautes, capables d'accueillir des camions entiers, voire des trains. Les murs étaient renforcés par du béton armé, et des systèmes de ventilation commençaient à être installés. Les survivants diront plus tard que les conditions étaient infernales. L'humidité rongeait les poumons, la poussière de roche brûlait les yeux et les coups de matraque des gardes SS s'abattaient sur les plus faibles. On estime qu'un seul prisonnier pouvait creuser à peine 1 mètre de tunnel par semaine. Pour accélérer, les nazis faisaient travailler des milliers d'hommes en parallèle. Mais les pertes humaines étaient effroyables. Chaque jour, des cadavres étaient retirés du chantier, remplacés immédiatement par de nouveaux esclaves. Les villageois inquiets, les habitants des environs vivaient dans une peur constante. Beaucoup savaient qu'un secret immense se cachait sous leurs pieds, mais personne n'osait parler. Une simple allusion pouvait mener à l'arrestation, voire à l'exécution. Pourtant, certains détails leur échappaient. Les prisonniers, lorsqu'ils étaient convoyés, portaient des uniformes rayés et semblaient squelettiques. Les gardes SS paraissaient plus nerveux que d'ordinaire. Et les rumeurs de machines étranges circulèrent déjà. Dans les tavernes, à voix basse, on murmurait que Hitler préparait une arme nouvelle, quelque chose d'assez puissant pour renverser le cours de la guerre. Certains parlaient d'un réacteur nucléaire, d'autres d'une arme qui pourrait faire disparaître une ville entière. Les plus superstitieux évoquaient des expériences occultes, affirmant que Ries n'était pas seulement un chantier militaire, mais aussi un temple souterrain pour des rituels interdits. Le silence officiel, bien sûr, aucun document officiel n'était accessible. Le projet Ries fut classé Geheime Reichssache, affaire secrète du Reich. Seuls quelques officiers de haut rang de la SS et du ministère de l'Armement connaissaient l'objectif réel. Même Albert Speer, l'architecte de Hitler, déclara après la guerre qu'il ignorait l'ampleur exacte de l'entreprise. Pour les prisonniers, il n'y avait pas de doute. Ils creusaient pour l'éternité. Le bruit des foreuses résonnait comme un tambour funèbre, et beaucoup mouraient sans avoir jamais vu la lumière du jour après leur arrivée. Ceux qui survécurent affirmèrent plus tard que la montagne elle-même semblait avaler les hommes. Un secret qui attire encore aujourd'hui, les tunnels de Ries existent toujours.
On peut visiter certaines galeries, froides et humides, où l'on sent encore la pierre suintante. Mais la plus grande partie demeure inaccessible, scellée ou effondrée. Les archéologues et les explorateurs modernes se posent encore la même question que les villageois d'autrefois. Et tout dans cette entreprise respirait la démesure. L'idée naquit à une époque où le Troisième Reich se trouvait acculé sur plusieurs fronts. Les bombardiers alliés rasaient les villes allemandes. Les usines d'armement étaient détruites une à une, et Hitler exigeait de ses généraux des solutions miraculeuses, capables de sauver son empire vacillant. C'est ainsi qu'émergea le concept d'une cité souterraine capable de protéger à la fois les centres de production et l'appareil militaire. Il ne s'agissait pas seulement d'un refuge, mais d'un complexe complet. Un état-major enfoui dans la pierre où le Führer, ses maréchaux et ses scientifiques pourraient continuer à travailler. Même si la surface était réduite en cendres, une ambition inégalée. Contrairement aux bunkers déjà existants, comme celui de la chancellerie à Berlin, Ries devait atteindre une échelle inédite. Les galeries mesuraient plusieurs mètres de large et de haut, assez vastes pour laisser passer des camions entiers. Certaines salles prévues devaient atteindre la taille de cathédrales souterraines, capables d'abriter des lignes de production d'armes sophistiquées, avions, missiles, peut-être même des prototypes secrets. Des plans retrouvés dans les archives allemandes après la guerre font état de 7 sites principaux, répartis autour des monts des hiboux, Ossowka, Włodarz, Rzeczka, Jugowiec, Gontowa, Sokolek et Sobon. Chacun devait être relié par des galeries et servir à une fonction particulière. Logements, entrepôts, ateliers, centres de commandement. Les ingénieurs parlaient d'un projet pharaonique, mobilisant plus de 200 000 mètres cubes de béton armé et des kilomètres de câblage. Pourtant, malgré les efforts colossaux, rien ne fut jamais terminé. L'organisation Todt et la SSL chantier fut confiée à l'organisation Todt, qui avait déjà bâti l'Atlantic Wall et les autoroutes du Reich. Mais cette fois, elle devait travailler main dans la main avec la SS qui surveillait chaque étape. Heinrich Himmler, obsédé par l'idée d'un sanctuaire mystique et militaire, suivait personnellement les progrès. Les prisonniers venaient principalement du camp de Gross-Rosen, situé non loin de là. On estime qu'entre 13 000 et 15 000 déportés furent affectés à Ries, mais les archives révèlent que la plupart n'y survécurent pas plus de quelques mois. La mortalité dépassait 40%, un chiffre effrayant qui illustre la brutalité du projet. Les objectifs officiels et secrets officiellement, Ries devait servir à déplacer des usines stratégiques à l'abri des bombardements alliés. Mais de nombreux indices laissent penser que l'ambition allait bien au-delà. Certains témoignages parlent d'une salle de conférence gigantesque, probablement destinée à devenir un nouveau quartier général du Führer, surnommé parfois le Führer Hauptquartier. D'autres mentionnent des dispositifs électriques massifs, des turbines et des rails de chemin de fer qui pénétraient dans la montagne. Une question obsède encore les chercheurs. Ries devait-il accueillir des recherches atomiques? On sait que l'Allemagne tenta avec le projet Uran-Veren de mettre au point un réacteur nucléaire. Plusieurs indices suggèrent que les galeries auraient pu abriter des laboratoires liés à cette quête. Le témoignage des prisonniers, ceux qui survécurent au chantier, décrivent un enfer. Les journées commençaient avant l'aube et se terminaient tard dans la nuit. Les prisonniers étaient poussés dans les galeries à coups de crosse, forcés de manier des foreuses bruyantes dans une poussière suffocante. La roche était dure et les explosions contrôlées provoquaient souvent des éboulements meurtriers. Un survivant polonais, interrogé après la guerre, se souvenait. Nous étions des ombres. Le bruit ne cessait jamais, jour et nuit. Beaucoup mouraient écrasés par les pierres ou de faim. Les gardes ne comptaient pas les morts. Ils comptaient seulement combien d'heures il restait avant l'explosion suivante. Les SS considérèrent les prisonniers comme de simples outils. Lorsqu'un homme tombait, on l'abandonnait là où il gisait, parfois enterré sous le béton. Ries est aujourd'hui encore un cimetière invisible, où des milliers d'âmes reposent dans des galeries inachevées. Le coût humain et matériel malgré les souffrances infligées, les progrès restaient lents. Le terrain montagneux compliquait les travaux, et le manque de machines modernes ralentissait tout. De plus, à partir de 1944, l'Allemagne manquait de tout, acier, carburant, ciment. Pourtant, Hitler insistait. Dans ses discours, il répétait que la victoire viendra des armes secrètes. Ses généraux savaient qu'il plaçait un espoir immense dans ces projets, mais beaucoup doutaient de leur faisabilité. Selon certains historiens, plus de 150 millions de Reichsmarks furent dépensés pour Ries, une somme astronomique à l'époque. Pourtant, aucune arme n'en sortit jamais. Aucun plan ne fut achevé. Le mystère de l'inachèvement. Pourquoi un projet aussi colossal resta-t-il inachevé? Était-ce simplement faute de temps, les soviétiques avançant trop vite? Était-ce parce que les ingénieurs nazis s'étaient heurtés à des difficultés techniques insurmontables? Ou bien parce que Ries cachait une finalité plus obscure,
que même la défaite allemande ne permit jamais de révéler, ces questions demeurent ouvertes. Ce qui est certain, c'est que lorsque les Alliés pénétrèrent dans la région en 1945, ils découvrirent des tunnels immenses mais vides. Les machines avaient disparu, les documents avaient été brûlés, et les galeries semblaient avoir été abandonnées à la hâte. Un géant endormi aujourd'hui encore, marcher dans les tunnels de Riez, c'est ressentir le poids de cette ambition inachevée. Les murs de béton, suintants d'humidité, portent encore les marques des outils des prisonniers. Les plafonds voûtés résonnent du moindre pas, et l'air glacé semble figé dans le temps. Le géant dort, mais son mystère reste intact. Était-ce un simple abri, un quartier général, une usine secrète ou bien un laboratoire pour des expériences inimaginables? Chaque pas dans ces galeries ramène à cette question obsédante. Le cœur du projet Riez n'était pas seulement fait de béton et d'acier. Il battait au rythme des pas lourds de milliers d'hommes réduits à l'état d'ombre. Derrière la démesure des galeries et des salles monumentales, il y avait une réalité plus sombre, celle des travailleurs esclaves, prisonniers de guerre et déportés, arrachés à toute humanité. Les origines de la main-d'œuvre pour alimenter le chantier, la SS se tourna vers les camps de concentration voisins. Le plus important était Gross-Rosen, situé à une 50aine de kilomètres. Conçu initialement pour exploiter les carrières de granit, le camp fut transformé en un centre de fourniture d'esclaves pour l'industrie de guerre. À partir de 1943, des sous-camps spéciaux furent créés dans les monts des Hiboux, directement rattachés à Riez. On en comptait au moins 13, disséminés dans les vallées, entourés de barbelés et gardés par des SS armés. Chaque matin, les prisonniers étaient conduits en colonne vers les tunnels, sous les coups et les aboiements des chiens. Des conditions inhumaines, la vie dans ces camps était un calvaire. Les baraquements étaient surpeuplés, sans chauffage, infestés de vermine. La nourriture consistait en une soupe claire et un morceau de pain rassis. Les prisonniers perdaient rapidement tout poids, devenant des squelettes vivants. Une fois dans les tunnels, le supplice continuait. L'air y était épais de poussière, saturé d'humidité. Les hommes travaillaient dans la pénombre, armés de pioches, de foreuses rudimentaires et d'explosifs. Les éboulements étaient fréquents, les blessures nombreuses, mais il n'y avait aucun soin. Les blessés étaient abandonnés, remplacés aussitôt par d'autres captifs. Un survivant, le Polonais Janka, témoigna après la guerre. L'humidité nous glaçait les os. Nous creusions jusqu'à ce que nos mains saignent. Quand quelqu'un tombait, on le laissait là. Parfois, les cadavres restèrent des jours entiers jusqu'à ce que l'explosion suivante les ensevelisse. Le travail jusqu'à la mort, les SS, avait une expression cynique. Vernichtung durch Arbeit, l'anéantissement par le travail. À Riez, ce principe prit tout son sens. Les prisonniers n'étaient pas censés survivre. Leur espérance de vie se comptait en semaines. Chaque jour, des dizaines mouraient d'épuisement, de faim ou de coups. Leurs corps étaient empilés près des entrées avant d'être transportés vers les crématoires de Gross-Rosen. D'autres, trop faibles pour avancer, étaient abattus sur place. Les témoins racontent que la montagne résonnait la nuit des cris des mourants et du fracas des explosions. Les enfants et les femmes, bien que la majorité des travailleurs forcés fussent des hommes, il y avait aussi des femmes et des adolescents. Beaucoup venaient de Pologne, de Russie ou d'Ukraine. Elles étaient employées aux tâches les plus ingrates, transporter des pierres, vider les gravats, porter de lourds sacs de ciment. Les enfants, quant à eux, servaient souvent de messagers ou de porteurs, mais beaucoup mouraient rapidement, incapables de supporter les conditions. Un rapport polonais de l'après-guerre décrit la découverte de vêtements d'enfants dans certaines galeries, preuve que même les plus jeunes furent sacrifiés à ce chantier monstrueux. La terreur quotidienne, les S imposaient une discipline implacable. Le moindre geste d'insubordination était puni par la mort. Les exécutions étaient publiques, organisées devant les autres prisonniers pour semer la peur. Des pendaisons avaient lieu à l'entrée des tunnels, les cadavres exposés pendant des heures. Les gardes utilisaient aussi la faim comme arme. Certains lançaient exprès des morceaux de pain dans la boue et abattaient quiconque osait se précipiter dessus. Cette cruauté quotidienne ajoutait une dimension infernale au chantier. L'oubli forcé les habitants des villages voisins savaient ce qui se passait. Ils voyaient les colonnes de prisonniers passer chaque jour, entendaient les coups de feu et sentaient l'odeur âcre de chair brûlée venant des fours de Gross-Rosen. Mais parler était impossible. Quiconque murmurait trop fort risquait d'être envoyé dans les tunnels à son tour. Pourtant, certains paysans tentaient d'aider en secret. Ils déposèrent des pommes de terre ou du pain sec sur les chemins empruntés par les colonnes. Les prisonniers affamés les ramassaient discrètement au risque de leur vie. Les statistiques de la mortille est difficile d'évaluer le nombre exact de victimes. Les archives nazies furent en grande partie détruites à la fin de la guerre. Mais les historiens estiment qu'entre 13 000 et 15 000 prisonniers furent utilisés pour Riez et qu'une immense majorité y trouva la mort,
Ces chiffres donnent le vertige. Cela signifie que sous les montagnes, chaque mètre de tunnel a été payé par des dizaines de vies. Rhys n'était pas seulement une construction, c'était un ossuaire invisible, un monument à la souffrance humaine. La mémoire des survivants, ceux qui réussirent à survivre, quelques centaines tout au plus, portèrent toute leur vie les cicatrices physiques et psychologiques. Beaucoup racontèrent que même des décennies plus tard, ils se réveillaient la nuit en entendant encore les échos des foreuses et les cris de leurs camarades. Un ancien déporté tchèque déclara en 1965 « Quand je suis revenu dans ces montagnes, j'ai entendu le silence. Mais dans ma tête, ce n'était pas du silence. C'étaient des milliers de voix enterrées dans la pierre. » La montagne comme tombeau aujourd'hui encore, les archéologues et explorateurs affirment que de nombreux corps reposent dans des galeries effondrées ou murées. Chaque expédition dans Rhys est donc aussi un pèlerinage, une confrontation avec cette mémoire tragique. Le projet Rhys, derrière ses ambitions technologiques et militaires, reste d'abord le symbole d'une barbarie sans nom, celle d'un régime prêt à sacrifier des milliers de vies pour bâtir son rêve de pierre. Quand en mai 1945, les nazis s'effondrèrent sous l'avancée de l'armée rouge, les montagnes des hiboux livrèrent un spectacle stupéfiant. Les tunnels du projet Rhys n'étaient pas de simples cavernes abandonnées. Ils semblaient taillés avec une précision étrange, comme si les nazis avaient voulu bâtir une cité entière dans la pierre. Mais ce qui frappa surtout les premiers explorateurs, ce fut le mystère des lieux. Tout paraissait avoir été laissé en plan, interrompu dans une urgence dramatique. La découverte soviétique, les premiers à pénétrer dans les galeries furent les soldats soviétiques. Fatigués des combats, ils s'attendaient à découvrir un dépôt d'armes ou un quartier général nazi. Mais en entrant, ils virent des salles immenses, hautes de 10 mètres, renforcées par du béton armé. Certaines étaient déjà équipées de rails pour des wagonnets. D'autres présentaient des piliers massifs, comme si elles devaient supporter des structures encore plus grandes. Pourtant, tout était silencieux. Pas une machine, pas un canon, pas un bureau. Les soviétiques comprirent vite que quelque chose leur échappait. Certains officiers ordonnèrent de sécuriser les lieux et de les déclarer zones militaires interdites. Le mystère s'épaississait. Un projet abandonné à la hâte les indices montraient que les nazis avaient quitté les lieux précipitamment. Des outils rouillés gisaient encore au sol, des rails s'arrêtaient brusquement au milieu des couloirs et des marques de dynamite étaient visibles sur les parois. On trouva même des vêtements déchirés et des lampes à huile abandonnées. Mais ce qui intrigua le plus fut la présence de galeries murées. Certaines entrées avaient été obstruées par d'énormes blocs de béton, d'autres inondées volontairement. Pourquoi? Voulait-il cacher quelque chose? Ou empêcher les Alliés de découvrir ce qui se trouvait derrière? Des hypothèses. Multiples dès les premières explorations, plusieurs théories émergèrent. La plus répandue fut que Rhys devait servir de nouveau quartier général pour Hitler, une forteresse souterraine imprenable. Mais d'autres hypothèses circulaient. Une usine souterraine destinée à produire en masse des avions ou des missiles V2. Un laboratoire nucléaire où les nazis auraient tenté de développer la bombe atomique. Un centre occulte lié aux obsessions mystiques de la SS. Aucune de ces hypothèses n'a jamais été confirmée, mais chacune trouve des éléments troublants dans les lieux mêmes. Les marques étranges certains visiteurs affirment avoir vu des symboles gravés dans la pierre, ressemblant à des runes germaniques. Était-ce l'œuvre des prisonniers qui laissaient un signe de désespoir? Ou bien une trace de la fascination des nazis pour l'ésotérisme nordique? D'autres évoquent la découverte de traces radioactives dans certaines salles, relevées par des chercheurs polonais dans les années 1960. Cela donna naissance à la théorie du réacteur nucléaire. Pourtant, aucun matériel de fission n'a jamais été retrouvé. Le silence des soviétiques, ceux qui ajoutent au mystère, c'est l'attitude de l'URSS. Les soviétiques, qui contrôlèrent la zone dès 1945, classèrent rapidement le site comme secret militaire. Des documents rapportent que des caisses mystérieuses furent transportées hors des tunnels, de nuit, par des camions militaires. Mais nul ne sait ce qu'elles contenaient. Puis brusquement, ils abandonnèrent les lieux. Officiellement, parce qu'ils étaient jugés inutiles. Officieusement, certains pensent que les soviétiques avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Les chasseurs de trésors à partir des années 1950, les rumeurs attirèrent des aventuriers et des chasseurs de trésors. Beaucoup espéraient y trouver l'or nazi, réputé avoir disparu en 1945. D'autres cherchaient des archives, des armes secrètes, voire les restes d'Hitler lui-même. Certains affirment avoir vu des salles scellées qui résonnaient comme creuses, preuve qu'elles cachaient encore quelque chose. D'autres racontent avoir trouvé des morceaux de machines inconnues, vite confisqués par les autorités. Un lieu de légende, le mystère de Riez nourrit des récits qui oscillent entre histoire et légende. Les habitants racontaient qu'à la tombée de la nuit, on pouvait entendre des bruits métalliques dans les montagnes, comme si des machines continuaient de fonctionner en secret.
D'autres juraient avoir vu des ombres se déplacer près des entrées murées, silhouettes sans visage qui disparaissaient aussitôt. Était-ce le fruit de l'imagination ou la mémoire des milliers de prisonniers morts dans ces galeries? La fascination moderne aujourd'hui encore, les chercheurs se disputent. Certains pensent que Riez n'était qu'un chantier de bunkers géants, inachevé faute de temps. D'autres sont convaincus que les nazis y avaient lancé un projet bien plus ambitieux, lié à leur fameuse arme miracle. Quoi qu'il en soit, ce qui frappe chaque visiteur, c'est l'impression de vide monumental. Ces salles immenses, inutilisées, semblent attendre encore leur destin. Comme si la montagne retenait jalousement son secret. Une question. Sans réponse au fond, la plus grande énigme de Riez n'est pas de savoir ce qu'il devait être, mais pourquoi il fut laissé inachevé. Était-ce le temps, les ressources, ou la défaite imminente qui forcèrent les nazis à fuir? Ou bien avait-il atteint un point où le projet devint trop dangereux, trop ambitieux, même pour eux? Riez reste un mystère figé dans la pierre. Un lieu où chaque mur, chaque galerie semble murmurer une question. Qu'est-ce que Hitler voulait vraiment bâtir ici? Depuis 1945, une question hante historiens et passionnés. Riez devait-il servir de dernier refuge à Hitler? L'idée semble sortir d'un roman d'espionnage, mais elle s'appuie sur des indices troublants. Plus la guerre avançait, plus Berlin devenait vulnérable. Les bombardements alliés réduisaient la capitale en cendres et les troupes soviétiques approchaient. Hitler, obsédé par sa survie et par la continuation de son combat, cherchait désespérément un sanctuaire. Les visites mystérieuses des témoignages recueillis après la guerre évoquent la présence d'Hitler dans la région des monts des Hiboux en 1944. Certains affirment qu'il séjourna dans un pavillon de chasse aménagé près de Xianche, le château voisin. D'autres prétendent que des convois spéciaux, escortés par la SS, auraient conduit le Führer vers les chantiers de Riez pour inspecter les travaux. Rien n'a jamais été prouvé, mais l'idée fascine. Un site de cette ampleur, capable d'abriter des dizaines de milliers d'hommes et de protéger un quartier général, correspondait parfaitement aux obsessions du dictateur. Le Führer-Hauptquartier sait que Hitler avait déjà fait construire plusieurs Führer-Hauptquartiers, des quartiers généraux fortifiés, comme la Wolfschanz, en Prusse orientale. Riez aurait pu devenir le plus monumental d'entre eux. Certaines salles découvertes après la guerre, hautes de plusieurs mètres, auraient pu accueillir des cartes géantes, des salles de conférence, voire un bunker personnel. Un rapport polonais de 1946 note « La taille des salles découvertes dans les galeries dépasse de loin celle requise pour une simple production industrielle. Leur fonction semble correspondre à des espaces de commandement. » Les raisons d'un refuge pourquoi Hitler aurait-il choisi Riez? Plusieurs arguments se tiennent. La région était reculée, difficile d'accès et entourée de montagnes. Les galeries souterraines offraient une protection maximale contre les bombardements alliés. Le château de Xianche, situé à proximité, pouvait servir de résidence ou de façade. La présence d'infrastructures ferroviaires permettait de relier rapidement le site au reste du Reich. Dans l'esprit paranoïaque d'Hitler, Riez pouvait représenter la dernière carte à jouer. Le château de Xianche, le lien entre Riez et le château de Xianche intrigue encore. Ce vaste édifice médiéval fut réquisitionné par la SS, qui commença à en transformer les sous-sols. Des tunnels furent creusés sous les fondations, probablement pour relier le château aux galeries de Rieze. Certains guides touristiques affirment que Xianche devait devenir une résidence impériale souterraine pour Hitler, un lieu d'où il aurait pu gouverner un Reich réduit mais toujours debout. L'idée d'un Hitler retranché dans une forteresse gothique, entouré de ses généraux et de ses scientifiques, hante encore l'imaginaire collectif. Les témoignages contradictoires. Pourtant, les preuves manquent. Albert Speer, ministre de l'Armement, affirma après la guerre que Hitler n'avait jamais sérieusement envisagé de s'installer dans Riez. Selon lui, le projet était destiné uniquement à l'industrie de guerre. Mais d'autres témoins contredisent cette version. Un ancien ingénieur de l'organisation Todt déclara en 1947 « On nous avait dit que le Führer viendrait un jour ici. Nous creusions pour lui. » Ces contradictions entretiennent encore le mystère. La logique de la défaite à mesure que 1945 approchait, la situation de l'Allemagne devenait désespérée. Berlin était menacé d'encerclement. Dans ce contexte, se réfugier dans une forteresse souterraine avait une certaine logique militaire. Riez aurait pu devenir un lieu où Hitler, protégé des bombes, aurait continué à donner des ordres, prolongeant la guerre au prix de milliers de vies supplémentaires. Mais le temps manqua. L'armée rouge avançait trop vite. Les galeries de Riez, encore inachevées, ne purent jamais accueillir leur occupant suprême. Le mythe du dernier bastion après la guerre, la presse sensationnaliste s'empara de l'idée. On parla de Riez comme du dernier bastion secret de Hitler. Certains journaux affirmaient que le dictateur avait survécu, caché dans ses tunnels, avant de s'échapper vers l'Amérique du Sud.
Ces rumeurs alimentèrent l'imaginaire collectif et firent de Riez un lieu mythique. Les chasseurs de trésors vinrent par dizaines, espérant trouver le bunker d'Hitler. Ils explorèrent les galeries, cherchèrent des preuves, mais ne trouvèrent rien, sinon des salles vides et glaciales. Une plausibilité troublante malgré tout, l'hypothèse du refuge d'Hitler conserve une certaine plausibilité. L'ampleur du chantier, les salles gigantesques, le lien avec Sionch et la présence avérée de la SS nourrissent l'idée que le Führer aurait pu s'y installer. Même si aucune preuve définitive n'existe, la logique de survie du régime semble pointer dans cette direction. Une question restait ouverte, aujourd'hui encore. Guides et historiens concluent souvent leurs récits par une question « Hitler a-t-il jamais mis les pieds à Riez ?» Certains disent oui, d'autres non. Mais au fond, la vérité importe peut-être moins que le mystère. Car Riez, par son immensité et son inachèvement, symbolise parfaitement la folie d'un dictateur qui rêvait d'un empire éternel, mais qui s'est écroulé avant même d'achever son dernier refuge. Riez n'était pas seulement un chantier colossal. Pour beaucoup de chercheurs, il représentait aussi le cœur d'un programme secret de technologies avancées. Dans l'ombre des galeries inachevées, la rumeur veut que la SS et les ingénieurs nazis aient tenté de mettre au point des armes nouvelles, capables de renverser le cours de la guerre. Le contexte du Wunderwaffe à partir de 1943, Hitler misait sur ce qu'il appelait les Wunderwaffen, les armes miracles. Bombardé jour et nuit, voyant ses armées reculer sur tous les fronts, il croyait que des inventions révolutionnaires pouvaient encore lui offrir la victoire. Les missiles V1 et V2, les premiers avions à réaction comme le Messerschmitt Me 262 ou encore les projets d'armes nucléaires, faisaient partie de cette course. Désespéré, Riez aurait pu être l'un des centres de ce programme. Galerie pour les usines secrètes plusieurs. Témoignages suggèrent que certaines parties du complexe étaient destinées à abriter des chaînes de production souterraines. Les nazis savaient que leurs usines aériennes étaient des cibles prioritaires pour les bombardiers alliés. En déplaçant la production sous terre, ils espéraient se garantir la continuité de leur programme. Les dimensions impressionnantes de certaines salles, capables d'accueillir des machines-outils massives, renforcent cette hypothèse. Les ingénieurs auraient pu y assembler des avions à réaction ou tester des prototypes. Le mythe du vril est de la cloche parmi les légendes les plus persistantes, celle de la cloche nazie. Die Glocke occupe une place centrale. Selon certains chercheurs ésotériques, il s'agissait d'un engin expérimental, mi-technologique, mi-mystique, qui aurait été testé dans les profondeurs de Riez. La cloche aurait utilisé un champ électromagnétique ou une forme d'énergie inconnue, provoquant la mort de plusieurs prisonniers utilisés comme cobayes. Certains affirment qu'elle était liée à un programme de propulsion révolutionnaire, peut-être destiné à des soucoupes volantes expérimentales. Aucune preuve tangible n'a jamais été retrouvée, mais l'idée fascine. Riez aurait été un laboratoire de science-fiction. Les réacteurs souterrains, une autre hypothèse veut que le complexe ait abrité des réacteurs nucléaires expérimentaux. Des analyses effectuées dans les années 1990 ont révélé des traces anormales de radioactivité dans certaines galeries. Était-ce dû à des expériences atomiques nazies? On sait que le Reich avait lancé un programme nucléaire, mais qu'il était loin derrière celui des Alliés. Cependant, cacher un réacteur sous la montagne aurait offert un lieu idéal pour mener des essais secrets. Certains historiens pensent que Riez devait accueillir une tentative désespérée de produire une bombe sale, ou au moins de développer une technologie intimidante. Les témoignages troublants. Des habitants des villages voisins ont raconté qu'ils entendaient des bruits étranges, comme des explosions étouffées venant des entrailles de la montagne. D'autres affirmaient avoir vu des lueurs bleutées sortir des cheminées d'aération, surtout la nuit. Un ancien prisonnier polonais déclara après la guerre « Nous ne savions pas ce que nous construisions, mais certains parlaient d'armes qui changeraient la guerre. » Ces récits, bien que difficiles à vérifier, alimentent l'idée d'expériences mystérieuses. Les souterrains et les avions secrets certains chercheurs estiment que Riez devait abriter la production de prototypes aériens avancés. Le O-229, un bombardier furtif en forme d'aile volante. Le Me 262, premier chasseur à réaction opérationnelle du monde. Le V3, un super canon à longue portée, si cela est vrai. Riez aurait été bien plus qu'un refuge, une fabrique d'armes futuristes, protégée des bombardements. L'obsession occulte, il faut aussi rappeler que la SS, notamment par l'ordre ésotérique Ahnenerbe, nourrissait une fascination pour les sciences occultes. Dans ce contexte, Riez n'était pas seulement un projet militaire, mais aussi une tentative de marier technologie et mysticisme. Des rumeurs évoquent des rituels menés dans les profondeurs, où Himmler espérait puiser une énergie ancestrale. Ce mélange de science, de superstition et de fanatisme contribue à faire de Riez un lieu unique, à la frontière du réel et du mythe. Les découvertes inquiétantes après la guerre,
Les Soviétiques et les Polonais inspectèrent les galeries. Ils ne trouvèrent ni usine en activité, ni prototype. Mais certains documents indiquent qu'ils mirent la main sur des plans partiels et des équipements étranges, aussitôt expédiés à Moscou. Un rapport soviétique de 1946 mentionne « Certaines installations souterraines semblent adaptées à des recherches scientifiques inhabituelles. Leur fonction exacte reste incertaine. » Ce silence des vainqueurs entretient l'idée que quelque chose d'important s'y cachait. Un projet trop tardif, peut-être que la vérité est plus simple. Riez devait effectivement servir à abriter des usines et des laboratoires de pointe, mais le temps manqua. En 1945, les travaux étaient encore loin d'être achevés. Les nazis n'avaient plus les moyens, ni la main-d'œuvre, ni les ressources nécessaires pour mener à bien un projet aussi gigantesque. L'héritage du mystère aujourd'hui, chaque visiteur de Riez se demande « Que s'y passait-il vraiment ?» Était-ce un simple abri pour Hitler, une usine secrète ou un laboratoire d'armes futuristes? Les murs de béton, silencieux et inachevés, semblent encore retenir leurs secrets. Riez reste un monument à la fois à la folie technologique et à la démesure d'un régime prêt à tout pour retarder sa chute. Les galeries de Riez, inachevées et silencieuses, semblent à première vue ne contenir que du béton et des pierres. Mais en y regardant de plus près, certains indices troublants apparaissent. Ce chapitre explore les traces laissées par les nazis, souvent effacées, parfois dissimulées, qui continuent d'alimenter le mystère. Les symboles gravés dans certaines sections accessibles au public, des visiteurs ont observé des inscriptions mystérieuses, des lettres gothiques, des symboles runiques, parfois gravés à la hâte dans le ciment frais. Plusieurs de ces marques ressemblent aux emblèmes de la SS ou de l'Ahnenerbe. Bien que certains historiens pensent qu'il ne s'agit que de graffitis de soldats fatigués, d'autres y voient la preuve que les SS considéraient Riez comme plus qu'un simple chantier, un espace sacralisé, presque rituel. Les objets abandonnés lors des premières explorations après la guerre, des chercheurs ont trouvé des objets laissés par la hâte de la fuite, des casques de la Wehrmacht, rouillés mais intacts, des outils de forage marqués du sigle OT, organisation Todd, des lampes à huile et des restes de câbles électriques. Ces vestiges ordinaires rappellent la présence quotidienne des ouvriers et prisonniers. Mais d'autres découvertes sont plus troublantes. Les caisses vides en 1946, l'armée polonaise rapporta avoir trouvé des caisses en bois marquées de symboles codés. Elles étaient vides. Les registres de l'époque ne disent pas ce qu'elles contenaient, mais certains chercheurs pensent qu'il s'agissait de documents ou de prototypes évacués à la dernière minute. Le fait que les caisses aient été soigneusement entreposées dans des chambres fermées, puis abandonnées vides, suggère que le contenu avait été déplacé rapidement avant l'arrivée des Soviétiques. Les couloirs murés à plusieurs reprises. Des spéléologues amateurs ont signalé des couloirs brusquement interrompus par des murs de béton plus récents que le reste du complexe. Pourquoi sceller des galeries alors qu'elles étaient encore en construction? Certains pensent que les nazis voulaient dissimuler des pièces spécifiques. D'autres évoquent la possibilité que les soviétiques eux-mêmes aient condamné certaines sections après 1945 pour empêcher les curieux de découvrir des secrets sensibles. Les témoignages locaux. Les habitants des villages voisins gardent en mémoire des histoires transmises par leurs parents et grands-parents. Plusieurs évoquent des convois de camions qui entraient de nuit dans les tunnels et en ressortèrent plus légers. Que transportaient-ils? De l'or? Des archives? Des prototypes d'armes? Une vieille femme de Wallim, interrogée dans les années 1970, affirma « Mon père disait qu'ils avaient enterré des choses là-dessous que personne ne devait jamais retrouver. » Les traces invisibles au cours des années 1990, des chercheurs polonais ont utilisé des détecteurs de radiation et des radars géologiques pour sonder le sous-sol. Ils ont relevé des anomalies, zones où la densité de la roche semblait artificiellement modifiée, espaces vides sous les galeries connues, niveau souterrain encore inaccessible. Ces résultats, bien qu'ambigus, laissent penser que ce que l'on connaît de Riez n'est peut-être que la partie émergée d'un iceberg. Les souterrains et les légendes de trésors, la rumeur des trésors cachés, circulent depuis la fin de la guerre. Certains parlent du train d'or de Wrocław, supposé rempli d'or, de bijoux et d'œuvres d'art volées, qui aurait disparu dans les tunnels de Riez. Bien que jamais prouvé, ce mythe attire encore des chasseurs de fortune. Les fouilles modernes n'ont rien révélé, mais l'absence de preuves nourrit encore plus l'imaginaire collectif. Le silence des archives, l'un des plus grands mystères, réside dans le manque de documents officiels. La plupart des plans de Riez ont disparu. Était-ce une destruction volontaire? Ou bien ont-ils été récupérés par les soviétiques et classés secrets? Un historien polonais a écrit « Riez est un projet sans papier. Ce vide dans les archives est en lui-même une preuve que quelque chose devait être caché. Les explorateurs modernes aujourd'hui, les spéléologues, les passionnés d'histoire et les chasseurs d'énigmes continuent d'explorer Riez.
Certains affirment avoir trouvé des traces de rails souterrains, de systèmes d'aération complexes et même des marques de brûlures sur les parois, comme si des expériences énergétiques avaient été menées. Chaque découverte relance les spéculations. S'agit-il simplement des restes d'un chantier interrompu ou bien d'indices d'une activité plus inquiétante? L'héritage des ombreries n'a jamais livré tous ses secrets. Les traces visibles sont banales, mais elles cachent des zones d'ombre. Chaque mur scellé, chaque inscription, chaque objet abandonné devient une pièce d'un puzzle incomplet. Ces indices, bien que fragiles, suffisent à maintenir vivant le mythe de la cité souterraine. Ils rappellent que l'histoire ne se limite pas aux grandes batailles, mais se niche aussi dans les recoins obscurs où des hommes ont tenté de bâtir un rêve monstrueux. Fin du chapitre 7, 980 mots. Derrière le béton froid et les légendes, il y a une réalité brutale. Rize a été construit par la souffrance de milliers de prisonniers. Leur histoire est souvent éclipsée par les mythes de technologies secrètes et de trésors cachés, mais sans eux, ce complexe n'aurait jamais vu le jour. Les camps satellites de Gross-Rosen, le projet Rize, dépendait directement du camp de concentration de Gross-Rosen, situé à une cinquantaine de kilomètres. Ce camp, créé en 1940, était déjà réputé pour sa cruauté. À partir de 1943, des camps satellites furent établis autour des chantiers de Rize. Des milliers de prisonniers, polonais, juifs, soviétiques, tchèques, hongrois, mais aussi allemands considérés comme traîtres, furent transférés dans ces camps pour travailler jour et nuit à creuser la montagne. Les conditions de travail étaient inhumains. Les prisonniers, souvent affamés et malades, devaient manier des outils lourds, transporter des pierres, couler du béton dans des galeries glaciales. L'air était saturé de poussière, l'eau coulait des parois, et les tunnels s'effondraient parfois sur eux. Un ancien détenu, interrogé après la guerre, déclara « Nous travaillions 10, parfois 12 heures sans pause. Si quelqu'un tombait, il n'y avait pas de secours. Il disparaissait sous les gravats. La faim et la maladie, les rations quotidiennes, se composaient d'un morceau de pain rassis et d'une soupe claire. Les maladies, tuberculose, dysenterie, typhus, se propageaient rapidement. Les prisonniers portaient des vêtements trop fins pour affronter le froid des montagnes. Beaucoup mouraient en quelques semaines. Les SS remplacèrent les morts par de nouveaux arrivants dans un cycle infernal. Les exécutions sommaires, la brutalité des gardes SS étaient constantes. Toute tentative de ralentir le rythme, toute faiblesse pouvait être punie de mort. Des témoins racontent que les prisonniers étaient abattus sur place, parfois devant les autres. Pour servir d'exemple, certains furent pendus à l'entrée des galeries, les corps laissés suspendus pendant des jours. Ces exécutions avaient pour but d'écraser toute volonté de résistance. Le nombre des victimes l'est. Historiens estiment qu'entre 13 000 et 15 000 prisonniers travaillèrent sur le projet Rize. On ignore combien y trouvèrent la mort, mais les chiffres varient entre 5 000 et 8 000. Beaucoup périrent d'épuisement, de faim ou furent exécutés. Le fait que Rize soit resté inachevé malgré un tel tribut humain montre l'ampleur du chantier et l'inefficacité de ce système esclavagiste. Les cimetières cachés, après la guerre, ont découvert des fosses communes dans les forêts et près des tunnels. Certains villages érigèrent des croix anonymes pour marquer ces lieux. Mais beaucoup de corps n'ont jamais été retrouvés. Des habitants affirment que les SS faisaient transporter les cadavres dans des camions la nuit pour les enterrer loin du chantier. Ces pratiques rendent aujourd'hui impossible une évaluation exacte du nombre de victimes. Les témoignages des survivants, quelques survivants ont raconté leur calvaire. Leurs récits, parfois enregistrés des décennies plus tard, constituent une mémoire fragile mais essentielle. Un survivant juif hongrois dit « Rize était pire que l'enfer. Nous étions des ombres. Chaque jour, nous nous demandions qui serait le prochain à tomber. » Un autre, polonais, ajouta « Nous savions que nous ne sortions pas vivants. » Mais chaque coup de pioche était aussi un acte de survie. Le silence. Après la guerre, pendant longtemps, les souffrances des prisonniers de Rize furent peu étudiées. L'accent était mis sur les mythes du bunker de Hitler ou sur les armes secrètes. Ce n'est qu'à partir des années 1990 que des historiens commencèrent à documenter sérieusement la dimension humaine de ce chantier. Aujourd'hui, des monuments commémoratifs existent près de certains sites, rappelant que Rize est avant tout un cimetière de travailleurs forcés, la mémoire des victimes rendre. Hommage à ces prisonniers est essentiel pour comprendre Rize. Derrière chaque galerie sombre se cachent des vies brisées. Derrière chaque mur de béton, des cris étouffés. Les visiteurs modernes voient un monument mystérieux, mais pour les survivants, il n'était qu'un lieu de souffrance et de mort. Héritage d'une tragédie. Le projet Rize incarne la folie du régime nazi. Investir des ressources colossales dans un rêve mégalomane, au prix de milliers de vies humaines, pour un résultat inachevé et inutile. Ces tunnels sont autant des vestiges d'un projet militaire que des tombeaux silencieux.
Se souvenir des prisonniers de Ries, c'est refuser que leur sacrifice reste dans l'ombre des mythes. Quand l'armée rouge entra en Basse-Silésie au printemps 1945, elle découvrit un paysage étrange. D'immenses chantiers souterrains, à moitié achevés, abandonnés à la hâte par les nazis. Ces galeries, qu'on appellera plus tard Riese, éveillèrent immédiatement l'intérêt des soviétiques. La découverte inattendue, les troupes soviétiques s'attendaient à trouver des usines ordinaires ou des positions défensives. Mais en pénétrant dans les tunnels de Walim et d'Ossovka, elles furent frappées par la taille démesurée des structures. Des salles hautes comme des cathédrales, des kilomètres de galeries, des murs de béton frais. Tout indiquait un projet titanesque interrompu brutalement. Un officier soviétique aurait déclaré « C'était comme entrer dans une autre civilisation, un monde souterrain que nous ne comprenions pas ». Les premières hypothèses rapidement, les soviétiques soupçonnèrent que Rize avait un rôle stratégique majeur. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un quartier général souterrain pour Hitler. D'autres évoquaient des usines secrètes destinées à produire des armes nouvelles. Les ingénieurs de l'armée rouge inspectèrent les lieux, notant la présence de conduits de ventilation, de câblages électriques, de rails étroits, autant de signes d'une infrastructure pensée pour accueillir une activité intense. Les documents manquants. À leur grande surprise, les soviétiques ne trouvèrent presque aucun document. Pas de plan détaillé, pas de dossier technique. Les archives avaient disparu, probablement évacuées ou détruites par la SS avant la retraite. Ce silence des papiers renforça encore le mystère. Pour Moscou, il ne faisait aucun doute que les nazis avaient voulu cacher quelque chose d'important. L'intérêt soviétique conscient du potentiel stratégique du site, les soviétiques entreprirent de fouiller systématiquement les galeries. Des équipes de spécialistes furent envoyées pour cartographier les tunnels et chercher des indices. Des rumeurs circulent selon lesquelles ils auraient trouvé des équipements incomplets, des machines-outils démontées, voire des prototypes expérimentaux. Mais ces découvertes, si elles eurent lieu, furent immédiatement envoyées à Moscou et classées secret d'État, le rapatriement secret. Plusieurs témoins polonais racontèrent avoir vu des trains spéciaux quitter la région, chargés de caisses scellées sous escorte militaire. Était-ce du matériel, des plans ou même des armes inachevées? Personne ne le sut jamais. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'Union soviétique lança après 1945 ses propres programmes de recherche dans des domaines similaires, avions à réaction, missiles balistiques, énergie nucléaire. Certains historiens estiment que Rize aurait pu contribuer indirectement à cette course technologique. Le scellement des galeries, une fois les inspections terminées, les soviétiques ordonnèrent de murer certaines sections. Des explosions contrôlées furent menées pour condamner des entrées. Pourquoi? Officiellement, pour éviter les accidents et empêcher l'accès aux civils. Officieusement, peut-être pour cacher ce qui s'y trouvait encore. Ce geste nourrit toutes les spéculations. Que voulait-il dissimuler? Les Polonais, mis à l'écart la région de la Basse-Silésie, passa sous administration polonaise après la guerre. Mais au départ, les autorités polonaises furent tenues à l'écart. Les soviétiques contrôlèrent seuls l'accès à Rize pendant plusieurs mois, ne transmettant que des informations fragmentaires. Ce n'est qu'en 1947 que les Polonais purent véritablement commencer leurs propres recherches, constatant que certaines zones avaient déjà été vidées ou scellées. Les théories post-soviétiques après la chute de l'URSS, certains anciens militaires confirmèrent que Moscou avait pris très au sérieux le complexe de Rize. Selon eux, des rapports confidentiels circulaient encore dans les années 1960, évoquant le site comme un exemple de guerre souterraine moderne. Mais aucun de ces documents n'a été rendu public, laissant planer le doute. L'héritage du secret, le passage des soviétiques à Rize, a laissé une double empreinte, des zones murées, qui alimentent encore aujourd'hui les fantasmes de chambres secrètes. Un silence officiel qui empêche de savoir ce qu'ils ont réellement trouvé. Pour les habitants locaux, ce fut une période étrange. Des convois militaires passèrent la nuit, des gardes interdisaient l'accès et des explosions résonnaient dans les montagnes. Puis, soudain, les soviétiques partirent, laissant derrière eux des tunnels vides et inachevés. Un mystère transféré à Moscou peut-être que la clé de Rize ne se trouve pas en Pologne, mais dans les archives secrètes de la Russie. Tant que ces documents resteront inaccessibles, Rize continuera de hanter l'imaginaire comme un projet inachevé dont le secret ultime fut emporté à l'Est. Plus de 70 ans après la fin de la guerre, Rize demeure l'un des plus grands mystères du Troisième Reich. Inachevé, silencieux, fragmentaire, ce complexe incarne à la fois la mégalomanie nazie, la souffrance des prisonniers et l'ombre persistante des secrets militaires. Le poids du mythe, chaque génération redécouvre Rize à travers de nouvelles hypothèses. Était-ce un quartier général pour Hitler, une usine d'armes secrètes, un laboratoire ésotérique ou simplement un chantier mal planifié, abandonné dans le chaos de 1945? Le manque de preuves définitives entretient la fascination.
Les visiteurs d'aujourd'hui ne voient que du béton nu et des galeries inachevées. Mais leur imagination peuple ces couloirs de machines, de conspirations et de fantômes. Le lieu de mémoire Riez n'est pas seulement une énigme, c'est aussi un lieu de mémoire. Des monuments commémoratifs rappellent le destin des milliers de prisonniers morts dans la construction. Pour les historiens et les survivants, il est essentiel de rappeler que derrière chaque mur se cache une tragédie humaine. La mémoire de ces victimes, longtemps éclipsée par les mythes, est désormais mise en avant par des associations locales et des musées. Le tourisme du mystère aujourd'hui, plusieurs sites de Riez sont accessibles au public. Osovka, Walim, Rzeczka. Les visiteurs peuvent parcourir ces tunnels immenses, guidés par des explications historiques. Mais l'attrait ne vient pas seulement de l'histoire officielle. Les guides savent que les touristes recherchent aussi le frisson du mystère. Ils évoquent les zones scellées, les légendes de trésors cachés, les rumeurs d'expériences occultes. Ainsi, Riez est devenu un lieu hybride, à la frontière entre histoire et mythe, entre mémoire et attraction. Les chercheurs indépendants depuis les années 1990, des chercheurs indépendants, passionnés d'histoire militaire, spéléologues ou chasseurs de trésors, explorent sans relâche les montagnes de Basse-Silésie. Certains utilisent des radars de pénétration, des détecteurs de métaux, voire des drones souterrains. Ils affirment que Riez n'a pas livré tous ses secrets. Des anomalies géologiques indiquent la possible existence de niveaux inférieurs encore inaccessibles. D'autres pensent que des archives ou des armes expérimentales pourraient toujours reposer dans des galeries condamnées. Les légendes modernes Riez nourrissent aussi des légendes contemporaines. Des documentaires télévisés parlent de la cloche nazie, cachée dans ses profondeurs. Des auteurs évoquent un train d'or, disparu, rempli de richesses pillées par le Reich. Même sans preuve, ces histoires séduisent le public, car elles donnent une dimension presque mythologique à ce chantier inachevé. L'inachevé comme symbole Riez est l'illustration parfaite d'un projet nazi gigantesque et inachevé. Conçu dans la démesure, il absorba des ressources colossales et des milliers de vies humaines, pour ne produire au final que des galeries vides. C'est peut-être ce paradoxe qui fascine. Un monument souterrain à la folie d'un régime, à son obsession de puissance, mais aussi à son échec. L'héritage des ombres dans les forêts silencieuses des monts des hiboux. Les entrées de Riez ressemblent aujourd'hui à de simples trous dans la roche. Mais derrière ces portails béants se cache une histoire complexe, faite de souffrance, de mystère et de silence. Chaque visite est une plongée dans un passé inachevé, où l'absence de réponse définitive alimente encore les questions. La vérité impossible peut-être ne saura-t-on jamais la vérité complète sur Riez. Les archives manquent, les témoins disparaissent et les murs murés gardent leurs secrets. Mais ce flou est aussi ce qui maintient Riez vivant dans l'imaginaire collectif. Là où l'histoire s'arrête, le mythe commence. La leçon de Riez au-delà des mystères, Riez nous rappelle une leçon essentielle, la technologie. Les forteresses et les rêves mégalomanes n'ont pas sauvé le Troisième Reich. Ce qui reste, ce ne sont pas les armes secrètes, mais la mémoire des victimes et la folie d'un projet inutile. Riez est à la fois un avertissement et un miroir, le reflet d'un monde qui a voulu bâtir une forteresse éternelle et qui a laissé derrière lui un labyrinthe de ruines inachevées.